Auguste Leusch, chercheur allemand comme Christaller, a construit une théorie générale de localisation des activités économiques. Sa plus importante contribution est sans doute celle concernant les réseaux urbains ou plus généralement les places centrales. Contrairement à Christaller, Leusch ne part pas d'un cas pratique mais d'une réflexion théorique. D'emblée, il déclare que la véritable tâche de l'économie n'est pas d'expliquer notre misérable réalité, mais de la parfaire. La question de la meilleure localisation est de loin plus honorable que celle de la détermination de l'existante. Par ailleurs, sa démarche commence par les plus petits centres de production et non pas par des métropoles. Enfin, il ne considère pas une population disposée de façon continue. Dans une plaine uniforme et infinie, il suppose qu'au départ, la population est concentrée sur des établissements ruraux autosuffisants, fermes ou villages agricoles. Ces points de concentration de la population sont disposés en quinconces. À partir de là, Leusch essaie de déterminer la disposition géographique des centres de production les plus petits dans une perspective de spécialisation spatiale de la production. Si l'un des établissements ruraux envisage une production en vue de vendre à d'autres établissements, l'aire de marché du bien en question doit, au moins, toucher les établissements voisins. Les établissements étant disposés en quinconces, un centre de production touchera au moins les 6 fermes les plus proches. La plus petite aire de marché possible, R1, touche alors 6 fermes ou villages situés au coin des hexagones délimitant les aires de marché. La demande de chaque établissement non producteur est répartie sur 3 centres de production. La demande d'un centre de production couvre au total l'équivalent de la demande de 3 établissements, y compris l'établissement producteur. Cela correspond au principe de marché de Christaller avec K égale 3. L'aire de marché suivante, R2, touche aussi 6 établissements, mais sur les côtés de l'hexagone, de sorte à ce que la demande de chaque établissement non producteur est répartie sur 2 centres de production. La demande d'un centre de production couvre alors au total l'équivalent de la demande de 4 établissements. Cela correspond au principe de transport de Christaller avec K égale 4, mais pour y arriver, Leusch n'a pas besoin de faire intervenir les routes. La 3e aire de marché, R3, inclut totalement les 6 établissements voisins en plus du centre de production. Cela correspond au principe administratif de Christaller avec K égale 7. Là encore, Leusch ne change pas de logique. Il ne fait intervenir que la logique économique, ce qui lui fait dire que le principe politique ne contredit pas le principe économique, mais que seulement certaines frontières économiques sont potentiellement politiques. Le modèle de Leusch, en intégrant différents types d'aires de marché dans la même logique, permet d'envisager qu'une place centrale soit scindée en fonction du principe administratif. Le cas des villes frontalières n'exige dès lors aucun traitement théorique spécial. Avec Leusch, la hiérarchie simple, avec K égale 7, ne respecte cependant pas strictement le principe administratif de Christaller. Remarquez les centres positionnés à la frontière des aires de marché de plus haut niveau. Leusch combine d'abord les 10 plus petites aires de marché possibles. Il aboutit à un réseau de places centrales dont la hiérarchie est complexe. Seule la métropole produit tous les biens. En dehors de cela, dépendant de leur position, les places de dimensions équivalentes ou qui produisent un nombre sensiblement égal de biens ne produisent pas nécessairement les mêmes biens. Par exemple,
un centre peut produire les biens 1 et 4, tandis qu'un autre produit les biens 2 et 7. Les échanges spatiaux peuvent dès lors s'effectuer entre des centres de même importance. Cela n'est pas possible dans le modèle de Kristaller. Mieux, certains centres produisent les biens 1, 2 et 5, alors que de plus petits centres voisins produisent seulement le bien 3, rendant ainsi le concept de hiérarchie spatiale beaucoup plus difficile d'application. Une dépendance mutuelle est possible, même entre centres de dimensions différentes. Cela conduit non seulement à une hiérarchie complexe, mais aussi à une spécialisation spatiale. En effet, un espace autour de la métropole est complètement dépourvu de centre. Le paysage comporte 12 secteurs autour de la métropole. Parmi ces secteurs, 6 sont riches en centres, 6 autres secteurs sont pauvres en centres. Leuch combine ensuite 150 aires de marché possibles pour couvrir 453 établissements ruraux. Le paysage économique de Leuch comporte alors quelques caractéristiques notables. Lorsqu'on s'éloigne de la métropole, les centres ont tendance à gagner en nombre et en importance. Les principales voies de communication rayonnent à partir de la métropole et se retrouvent surtout dans les secteurs riches en centres. Les secteurs pauvres en centres sont plutôt desservis par des routes secondaires. Cette spécialisation des centres et cette différenciation spatiale que l'on retrouve chez Leuch rend mieux compte de la complexité de la réalité. D'autres facteurs économiques entrent aussi en ligne de compte dans la détermination des aires de marché et dans le paysage économique en général. La politique géographique de prix de l'entreprise peut modifier son aire de marché. Jusqu'à présent, nous avons considéré que les acheteurs assumaient les coûts de transport. Le prix du produit déterminé par le vendeur est un prix au point d'embarquement. Le vendeur pratique une politique de prix Free on Board, FOB. Mais le vendeur peut aussi décider, jusqu'à une certaine distance, d'appliquer un prix uniforme en payant lui-même les frais de transport. C'est un prix Cost Insurance Freight, CIF. Une politique intermédiaire peut aussi être appliquée. S'il adopte une politique CIF, le vendeur devra ajuster le prix en conséquence, ce qui favorise l'acheteur éloigné, mais pénalise l'acheteur voisin du vendeur. La courbe de demande CIF, D0, correspond à une courbe de demande au point d'embarquement, FOB. La courbe FOB, D1, se situe au-dessous de la courbe CIF à une distance correspondant au coût de transport moyen, I. La possibilité d'appliquer une politique géographique de prix différencié permet à toute fin pratique à une entreprise de pratiquer un certain dumping sur les grandes distances pour étendre son aire de marché. En effet, si l'entreprise couvre ses frais fixes avec son aire de marché maximum limité par les coûts moyens, elle peut aussi étendre cette aire de marché en pratiquant un prix FOB en dessous du coût moyen de production. Il lui suffit de couvrir ses coûts marginaux. Dans ce cas, tant que le dumping ne se situe pas au-dessous du coût marginal, il n'est pas déloyal puisqu'il ne s'agit pas d'une politique temporaire à tendance monopolistique. Ce dumping peut également être pratiqué pour augmenter la demande dans la zone limite de l'aire de marché. Il peut ainsi être bénéfique au consommateur qui pourra payer un prix inférieur. Ces réflexions montrent comment il est nécessaire de tenir compte de la dimension spatiale dans la réflexion économique. La différenciation d'un produit permet d'étendre son aire de marché. Le moyen de transport joue aussi dans la
construction du paysage économique. Par exemple, généralement, le transport par voie terrestre est plus économique sur des courtes distances, tandis que le transport maritime est généralement plus économique sur de grandes distances. L'adoption du transport maritime à partir d'une certaine distance change complètement la base de calcul de l'augmentation du prix du produit selon la distance, donc la délimitation de l'aire de marché. La limite de l'aire de marché est aussi affectée par certaines politiques, comme l'adoption d'un tarif de transport fixe sur une certaine distance. Dans ce cas, la distance n'affecte pratiquement pas le prix et l'aire d'influence du marché s'en trouve modifiée. Des facteurs dits naturels influencent également le paysage économique. La disponibilité et la qualité des ressources ne sont pas pris en compte dans le modèle mathématique de base. Les conditions naturelles n'ont pas non plus été considérées. Les réseaux de transport jouent aussi un rôle dans la localisation des activités et dans le calcul de l'aire de marché. Les nœuds, les carrefours formés par le réseau de transport affectent aussi le paysage. Il faut aussi considérer les facteurs humains, individuels ou collectifs. En certains endroits, des industries pionnières peuvent se développer en fonction de talents particuliers. Les savoir-faire locaux ne peuvent pas toujours se transmettre facilement. L'absence ou l'atténuation de la concurrence permet à ces industries d'augmenter leur aire d'influence vers la limite de leur aire de marché maximale. Les pratiques ethniques et tribales modulent à la fois l'offre et la demande. En conséquence, le paysage économique est affecté. L'attachement à la terre peut, pour sa part, conduire à l'établissement d'une activité à un endroit où la motivation purement économique basée sur le profit maximum conduirait à son déplacement. Des facteurs politiques ont un impact sur le paysage économique. La constitution d'un réseau urbain national à partir de logiques politiques qui favorisent par exemple le développement d'une métropole nationale, ainsi que les divisions administratives selon les forces politiques en présence, sont parmi ces facteurs. Les politiques de protection qui imposent des droits de douane ou pratiquent des subventions aux producteurs nationaux jouent aussi un rôle important. Enfin, on peut considérer des facteurs ayant rapport au commerce international. Il y a l'effet des frontières, qui constituent des barrières, mais qui favorisent aussi, parfois, l'apparition de marchés de liaison. Les politiques impériales forcent, pour leur part, une spécialisation économique des zones conquises au bénéfice de l'Empire. Des politiques néo-impérialistes plus subtiles pratiquées par les grandes puissances actuelles, mais avec un résultat similaire, peuvent être constatées encore de nos jours. Loesch a eu l'occasion de vérifier sa théorie, entre autres aux États-Unis. Le modèle théorique s'approche sensiblement du paysage observé du temps de Loesch à Indianapolis et à Toledo, en considérant, pour cette dernière ville, la présence d'un lac. Loesch a non seulement abordé la théorie des places centrales, mais aussi la localisation agricole, la localisation industrielle, le paysage économique mondial, les politiques de décentralisation, les politiques économiques nationalistes. Il s'est intéressé à l'impact du raccourcissement virtuel des distances dû au développement technologique des transports et de l'information. À son époque, il se demandait par exemple quel impact pouvait avoir le développement de la poste sur les paysages économiques. Un certain parallèle peut être établi entre la différenciation spatiale en secteur de Loesch et celle, toujours en secteur, de l'école de Chicago. Son œuvre constitue une source inépuisable d'inspiration.